Le gouvernement a dit ce serait vachement bien que les intercos fassent un plan climat, air, énergie du territoire. Donc, l'aglo l'a fait, Marne-et-Gondoire en a fait un beau PCET qui a permis de fixer quel était le diagnostic. Et vous voyez Marne-et-Gondoire, peut-être que vous ne voyez pas, mais Marne-et-Gondoire est un territoire qui est bien, parce qu'en réalité, on absorbe 7 fois les émissions de CO2 qui sont émises sur le territoire. On l'absorbe 7 fois parce que, par an, on a des terrains agricoles, on a des terres végétales, on a des forêts. Et l'Interco s'est doté d'un PPNP, d'un périmètre de protection d'espaces agricoles et naturels, périurbains, qui permet de sauvegarder un nombre de terres énorme. Et donc, on capte du CO2. Donc ça, c'est vachement bien. Par contre, on s'est quand même dit qu'il faut quand même qu'on aille un peu plus loin, et les élus ont dit ouais, c'est bien d'être absorbeur de CO2, mais allons plus loin encore, et allons travailler sur encore diminuons encore les GES, les gaz à effet de serre, d'ici 2030, et d'ici 2050. On s'est fixé des objectifs qui sont quand même importants. Mais on va le faire. On va le faire parce que peut-être que d'autres ne pourront pas faire ces efforts-là, et donc il faut que nous on le fasse aussi à côté. Parce qu'on ne va pas se mentir, les émissions de CO2, qu'elles soient réalisées à l'ANI ou à Dubaï, ça arrête du CO2. Nous avons utilisé ces deux mots, l'ANI 2040. 2040, c'est avant 2050. 2050, vous connaissez toutes et tous les engagements qui sont pris au niveau mondial, au niveau européen, au niveau nationaux et bien évidemment au niveau locaux. Donc nous allons vous proposer d'échanger de manière la plus cartésienne possible. Certains voudraient s'accaparer l'environnement, l'écologie. La réalité, c'est que c'est l'affaire de tout le monde et qu'on n'est pas ici pour opposer des visions politiciennes, mais pour réellement parler concret et trouver des solutions. C'est donc une approche globale qui va vous être présentée, c'est-à-dire on va regarder au niveau du territoire comment on voit les choses, comment on a mesuré les choses et quelles sont les actions, les planifications qui sont déjà engagées depuis un petit moment. Et puis, nous souhaitons aussi, après, redescendre sur du concret, de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on a des fois des oppositions entre écologie et qualité de vie. Or, qu'est-ce qu'on veut tous sur nos territoires? C'est évidemment avoir la qualité de vie qu'on connaît à l'ANI, qu'on connaît sur nos territoires. Il ne suffit pas de l'affirmer et de le prétendre, il faut aussi maintenant trouver les solutions pour concilier les deux. On va voir que c'est pas si simple quand on va parler logement, par exemple, quand on va parler densité de logement, on est là en train de s'inquiéter sur notre qualité de vie, tout simplement de circulation automobile, de proximité, enfin de vivre ensemble. Et voilà, on voudrait échanger avec vous sur cette notion de trouver la corrélation entre l'écologie et la qualité de vie. Une approche moins émotionnelle, plus rationnelle, moins politicienne. Certaines décisions ont des impacts, pas forcément ceux qu'on attendait. Je prends l'exemple tout bête. Il y a quelques années, le maire de l'ANI a pris la décision de dire on va baisser la vitesse sur la déviation de 90 à 70. Clairement, l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'en termes de pollution, c'est des vraies économies. Je vois des mous, et c'est logique, parce qu'on s'y attend pas. Mais une voiture consomme le moins, une voiture essence, là où elle consomme le moins, c'est à 70. Une voiture électrique consomme moins à 70 qu'à 90 aussi. Et en diesel, c'est la même consommation. Et c'est l'équivalent, ça représente l'équivalent de 7 milliards plantés. De juste à rebaisser la vitesse limite de 90 à 70. Je vous parle en arbre parce que ça parle souvent aux gens, les gens se disent ah, un arbre c'est génial, ça va sauver la planète. Un arbre absorbe en moyenne 25 kg de CO2 par an. Il y en a qui consomment un peu plus, ça monte à 40, voire 50 pour les très vieux. Mais il y en a qui consomment moins aussi. 25 kg, rien qu'en respirant.
un être humain émet 800 grammes de CO2 par jour. Ça veut dire que juste pour compenser le fait que vous respiriez dans l'année, il faudrait 10 arbres chacun. Donc, les arbres, c'est nécessaire, hein, mais ce n'est pas la solution ultime. Donc ça veut dire qu'il faut aussi agir sur les réductions d'émissions de CO2. Et parce que le GIEC, on le dit, hein, le GIEC dit, attention, si on veut limiter la température à 1,5 degré, il faut qu'au niveau mondial, on baisse de 43,5% les émissions de CO2, quand on sait que la France émet seulement 1% des émissions de CO2 au monde. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot pour nous, et il y a aussi du boulot pour entraîner les autres avec nous sur un schéma un peu plus vertueux. Donc il faut que tout le monde fasse un effort. S'il ne se passe rien, voilà, ça c'est des cartes qui sont issues, des cours qui sont issus du PCAET. Donc si vous ne connaissez pas le PCAET de Marie-Grégoire, je vous comprends. Mais si vous voulez le découvrir, vous pouvez aller sur le site internet de l'aglo. Il y a tous les documents qui sont là. Il y a même une synthèse en dizaines de pages. Plus facile à lire que la totalité du document. Et donc si on ne fait rien, aujourd'hui la courbe du climat, de la température, c'est le pointillé jaune. La courbe, s'il ne se passe rien, c'est la courbe bleue qui est au-dessus. Donc il y a 5 degrés d'écart en température moyenne l'été. C'est juste énorme. Ce qui va encore plus vous parler, parce que nous on est plus un territoire en plus lié à l'eau, la Nif-sur-Marne, ou les Poissons-Marne, c'est ici. La courbe des précipitations. En pointillé, toujours celle actuelle, les années 2000 à 2020, et en bleu, foncé, la courbe des pluviométries s'il ne se passe rien en 2070-2100. Ça vous dit simplement qu'il va plus pleuvoir l'hiver, beaucoup plus pleuvoir l'hiver, et beaucoup moins l'été. On va être en sécheresse, d'un côté, inondation. On va alterner inondation, sécheresse, inondation, sécheresse. Donc, par contre, ce que vous voyez, les petits traits au milieu, des traits beaucoup moins accentués, c'est ce qui peut se passer si on atteint les 1,5 degré. Donc ça veut dire qu'en termes de précipitation, on n'est pas si mal que ça. J'adore tomber l'ambiance. Donc une fois qu'on établit ce diagnostic, qui est quand même pas forcément très applaudissant, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Donc les collectivités se sont dit allez, on s'engage à fond. Donc on signait des contrats de relance et de transition écologique, un CRTE. Les intersyndicales ont fait aussi, on sont allés dans le CRTE. Certains ont obtenu des aides de l'État, d'autres moins. Et après, on est parti aussi sur travailler sur un plan alimentaire territorial en s'appuyant sur le DPLP, qui va nous permettre de travailler sur l'alimentation locale et aussi la précarité alimentaire. Deux sujets qui vont ensemble. Et enfin, on travaille avec l'ADEME, qui trouve que Marais-Gondoire est un territoire qui est assez exemplaire, et nous a proposé ce qu'on appelle un contrat d'objectif territorial, qui est cette fois-ci une obligation de résultat et pas de moyens. Parce que souvent dans la fonction publique, vous avez des obligations d'objectifs, de moyens. Est-ce que vous mettez tant d'argent? Là, l'ADEME dit non. Qu'est-ce que vous avez obtenu? C'est quoi l'ADEME? L'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Désolé, c'est que des trucs dont vous voyez par cœur. L'ADEME, donc c'est l'agence de la transition écologique qui est financée par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc voilà un peu le cadre qui définit un peu tout ce qu'on a pu imaginer, réfléchir, et à qui on échange, sur lequel on échange avec nos partenaires. Mais le schéma précédent le montrer. Il y a toute une partie de la chaleur qui n'est pas utilisée, qui ne va pas dans le turbo-alternateur et qui globalement, ça, la chaleur fatale, elle part et elle chauffe les petits oiseaux. Voilà. Donc l'idée, le projet de territoire qui est développé en lien avec Marne-et-Gondoire et les Sietrem, principalement sur les communes de Lagny-sur-Marne, Saint-Thibaud-des-Vignes, Bussy-Saint-Georges et peut-être d'autres demain, c'est de se servir
de capter cette chaleur fatale et du coup d'alimenter un réseau de chaleur. Donc c'est ce qui va être fait, on parle de l'UVE, un réseau de chaleur qui va être déployé donc dans les communes concernées. Il faut savoir que le réseau de chaleur, aujourd'hui, avec les tuyaux qui sont déployés, leur pouvoir calorifique, la perte en ligne est très très faible. Elle doit être de 0,1 degré tous les kilomètres. Ce qui veut dire que au départ d'une unité de production comme l'UVE du Sietrem, qui est à Saint-Thibaud-des-Vignes, limite Lagny-sur-Marne, on peut aller très très loin et on peut alimenter du coup avec les sous-stations qui vont bien et fournir la production de chaleur pour un chauffage pour de l'eau chaude sanitaire d'un grand nombre, principalement de bâtiments collectifs dans un premier temps, ou d'équipements publics comme le stade nautique du Marc-en-Loire par exemple, des équipements publics, des immeubles, les zones comme le quartier Saint-Jean à Lagny ou le centre historique de Saint-Thibaud-des-Vignes, là où il y a des zones d'aménagement concerté. Il y a un certain nombre de programmes immobiliers qui vont être réalisés avec justement la fourniture de l'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire au travers alimenté directement par notre UVE. Alors on parle d'un délai très court, puisque dès début de l'année prochaine, les travaux commenceront, c'est-à-dire que des tuyaux seront tirés de l'unité de chaleur du Sietrem pour alimenter Saint-Thibaud-des-Vignes, pour alimenter Lagny, comme tu l'as dit, donc un certain nombre de collectifs à Saint-Jean et ailleurs, remonter jusqu'à la piscine actuelle de Lagny, pour ensuite traverser la Mondoire et aller jusqu'à Bussy-Saint-Georges, chauffer des immeubles en devenir et aussi un futur centre nautique à Bussy-Saint-Georges. Donc on parle de présent, c'est-à-dire que les premiers logements seront alimentés fin 2023, début 2024. Voilà, on est dans l'actualité, on n'est pas dans les idées.